Salut Boris. Aujourd'hui, toi, tu vas passer sur le premier podcast de l'année 2024. Donc, déjà, bonne année à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour 2024. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder plein de sujets. Nous, on se connaît, on va essayer de faire bref parce que c'est vrai que quand on discute tous les deux, des fois, on part dans tous les sens et on parle pas forcément que de dev. Là, le but, c'est de donner un peu des retours d'expérience aux devs et de donner la parole aux devs pour les devs par les devs. Alors, est-ce qu'on peut commencer par le commencement et est-ce que tu peux te présenter? Alors, merci, bonjour, merci de me recevoir, Sofiane. Alors, on va essayer de faire simple justement pour pas s'étaler, comme tu dis. Donc, moi, c'est Boris. Donc, je suis dev qui n'aime pas qu'on l'appelle dev, comme beaucoup, comme beaucoup d'autres, j'imagine. Mais en tout cas, je suis dev, en fait, dans plein de parties de métier. 38 ans, homme, guadeloupéen, et très orienté par ma culture, une culture caribéenne. Je suis parti, disons, à 18 ans en métropole, comme on dit, et donc en France métropolitaine. Ça fait 20 ans que c'est ça que tu es en France, que tu es en métropole. Ça fait 20 ans exactement. Voilà, ça fait Ok. plus de temps en métropole, du coup, qu'en Guadeloupe. C'est un choc culturel quand même. C'est quelque chose. Et t'as fait quoi comme parcours en Guadeloupe? Comme Alors, à la école? base, j'ai eu un bac S. Alors, du coup, voilà, beaucoup bac S, bon, par rapport quand même à un niveau en maths qui était très intéressant, mais c'est pas particulièrement ce que je voulais faire initialement. Mais bon, la société, vu que voilà, j'ai eu mon bac S, donc à 18 ans, classique, c'est pas classique, mais en tout cas, c'était ça pour moi. Et donc, après, je suis allé dans une première école d'ingé à Nancy, le NSGSI, donc École nationale en système, École nationale supérieure en génie des systèmes industriels. Ensuite, je suis revenu en Guadeloupe, j'ai refait une année, c'est vrai que j'ai commencé l'informatique, j'ai fait juste un an en Guadeloupe à l'université de l'UAG Antilles-Guyane, de Fouillol. Et donc en UPI 2M, ingénierie mathématique et informatique. Et ensuite, je suis reparti du coup à Nice en MIAGE Mhm. pour finir. Enfin, j'ai fait 2 ans en Miage et j'ai finalement fini à l'Effray, donc à Villejuif, en école d'ingé. Et en fait, pourquoi est-ce que tu es venu en métropole? Parce il y avait pas d'école, il n'y avait pas de niveau, ou il n'y avait pas d'école qui faisait ce que tu voulais faire en... Ou alors c'est vraiment rien à voir. Pas du tout, non. Il y a beaucoup de raisons personnelles, en fait. J'en ai marre de mes parents et tout. Bon, voilà, quoi. Sur mes parents, je les ai toujours aimés. J'ai pas de problème particulier avec eux. J'en ai jamais eu. C'est juste que bon, je trouvais que j'étais peut-être un peu moins à ma place à cette époque-là. Et mon grand frère, du coup, j'en ai qu'un qui a fait prépa. Je voulais pas parce que voilà, je n'aimais pas trop un peu la pression qu'il subissait. Encore pareil, une histoire d'autorité. Je voulais pas subir cette pression autoritaire. Donc, j'ai préféré passer un concours. Et donc, j'ai réussi à intégrer une école d'ingénieur directement après le bac, en fait. Ok, ok, donc en fait, t'as fait quand même plusieurs écoles. T'as pas... J'ai fait énormément d'écoles, en fait. Je suis peut-être l'un des gars qui a fait le plus d'écoles au monde. En fait, chaque fois que je fais une école, enfin, je pense que cette histoire d'autorité revient à peu près tout le temps. Ouais. C'est que je reste max 2 ans, on va dire, dans une école, quoi, en fait. En vrai, ça n'a jamais vraiment été plus loin que ça. Le principe d'école, je pense, ne me convient pas, en fait. En vrai, j'en ai souvent marre de la monotonie ou des profs, une fois que je les ai un peu cernés, ça, ils me fatiguent un peu. Enfin, les matières me plaisent. Il y a des profs qui sont très intéressants. Tout est les amis, tout est cool, mais rester dans une école comme ça, je préfère encore voir d'autres types d'enseignement plutôt que de rester dans une. Donc, à chaque fois, je faisais 1 an, 2 ans dans des écoles et après, donc, j'ai Des fini. enseignements plus, plus horizontaux, plus dans la pratique, c'est ça en fait ce qui t'embête un peu, c'est le pyramidal avec des profs au-dessus et ce que tu parles d'autorité, c'est vraiment ça en fait qui te convient pas C'est dans le... souvent ça, ouais. C'est souvent ça qui revient en fait en vrai. Après, je sais qu'il y a un système derrière en fait, d'une manière à intégrer justement le marché de l'emploi, mais j'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez... donc même si j'ai été très passionné de toute forme de logique particulière, mais j'ai toujours été aussi très intéressé par ce que faisaient tous les individus, aussi bien les boueurs que l'artiste, que le maçon,
La société n'étant pas faite comme ça me gênait en fait, en vrai, d'avoir cette espèce d'élitiste, enfin, d'envie de faire de toi une élite, alors que bon, tu veux juste trouver un travail en fait. Et voilà, donc je pense que c'est un peu le fait d'avoir pris ce genre de voie un peu royale, comme on dit, en fait, enfin, comme on disait à l'époque, je sais pas si ça se tient encore, mais faisait que, voilà, on voulait te faire de toi un peu une élite, quoi, ingénieur, tout. Enfin, j'ai jamais trop aimé cette étiquette et Hmm. ça m'a beaucoup poursuivi. Enfin, ça me poursuit d'ailleurs toujours encore. En fait, quand je dis que je suis pas dev, c'est un peu dans cet état d'esprit de me dire que je veux pas être quand même assimilé à un truc particulier alors que bon, ben, j'aime bien tout en fait. Enfin, je vais pas dire que j'aime bien tout. J'ai des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, un peu comme tout le monde en fait. Et j'ai juste envie d'avoir un métier ou d'avoir une activité en tout cas qui me permette de vivre ou d'améliorer la société en fait. Donc Et c'est ce cette que je fais. activité-là, alors tu réponds peut-être partiellement en disant améliorer la société, mais qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui te plaît dans cette activité-là de dev? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu es développeur sur Angular spécifiquement. Tu fais de l'applicatif. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça et qu'est-ce qui te plaît là-dedans, en fait? Alors, je dirais aujourd'hui, je fais de l'Angular, voilà. Mais pendant une grande partie, j'ai plutôt fait du bac, en fait, en vrai. Et ce qui m'a plu là-dedans, c'est surtout le fait que, bon, à la base, moi, je suis toujours très passionné de logique. Enfin, j'ai fait du coloriage, du logicolore. J'ai fait pas mal de choses logiques et j'aime bien structurer les choses, en fait. J'adore ça, en fait. Et je me suis dit, bon, ben, à quoi ça peut servir, à part ranger ma chambre, de structurer les choses comme ça? Et c'est vrai que sur le coup, le dev, c'est un des endroits, enfin, les mathématiques pures en soi, ça n'emmène, enfin, à part devenir chercheur ou professeur, il faut quand même une application. Et c'est vrai que Mm. l'application la plus proche de l'abstraction, en fait, je pense, alors peut-être que je me trompe, enfin, c'est comme ça que je le voyais en tout cas pendant très longtemps, c'est que je pense que c'est justement l'informatique permet justement d'appliquer des modèles logiques justement à des applications concrètes. Et comme, encore une fois, j'aime beaucoup les plombiers, les maçons et les RH, donc c'est d'appliquer un peu cette logique-là, de pouvoir permettre de rendre service à des utilisateurs, qu'ils soient plombiers, maçons ou RH. Est-ce que tu penses que cette structuration dont tu parles, le fait de structurer et de mettre en pratique des modèles c'est au service des métiers? Si je dois résumer un peu comment tu dis, c'est-à-dire tu as des métiers et tu vas avoir un métier qui est au service des métiers, donc tu vas prendre des concepts, tu vas les mettre en place et en pratique. Est-ce que tu penses que c'est la compétence la plus importante ou il y a d'autres compétences aussi qui sont importantes pour aller vers le métier de développeur et... Alors, de manière ultra théorique, je dirais que c'est la compétence la plus importante. De mon point de vue, en fait, encore une fois, mathématico, bon, je sais que les mathématiciens, c'est des mecs à part, mais c'est un peu mon point de vue mathématique, c'est de se dire que c'est la compétence la plus importante. Maintenant, de facto et d'expérience, je me rends compte que c'est pas du tout ça, en fait, en vrai. Dans la vraie vie, c'est pas du tout ça, en fait, en vrai. On demande plutôt parce qu'on ne le fait jamais vraiment directement pour des gens, en fait. On passe Mm. toujours par l'intermédiaire d'une entreprise qui nous embauche, qui a un salaire, qui a des employés, qui a une équipe, qui a des cultures, des méthodologies ou pas. Et du coup, c'est surtout ça à quoi, en fait, on se retrouve à faire face. C'est plutôt que simplement mettre enfin, voilà, appliquer des modèles, des design patterns ou des choses très poussées, parfois même en informatique. On se retrouve plus souvent à devoir gérer les conflits avec les collègues, les conflits avec la hiérarchie, les méthodologies qui ne sont pas appliquées ou qui sont pas logiques. Enfin, on se retrouve plus souvent à faire ça et je pense qu'au final, ça devient quand même, c'est devenu quand même une des compétences les plus, enfin, quasiment aussi importante qu'en fait, en vrai, que le simple fait de faire de la modélisation et de réussir à le coder correctement, en fait, même de manière propre, enfin, à sa manière. Alors, il y a une question que ça m'amène comme ça, qui n'était pas prévue dans les questions. Mais est-ce que tu penses qu'il y a deux types de développeurs? Les développeurs qui vont plutôt être sur la partie où ils vont être sur de l'exécution
et ceux qui vont plus être sur la partie humaine, communication, ou est-ce que tous les développeurs doivent savoir faire les deux? Est-ce que par exemple, tu as des développeurs qui peuvent être dans un mood et dans un environnement cloisonné dans lequel ils font que de la production et que de l'application de code, de design pattern, etc. Et ils sont payés pour ça et ils sont attendus là-dessus. Et d'autres qui vont gérer un peu tout ce qui vient un peu, tu sais, les lead dev, etc., qui vont gérer l'aspect humain. Ou alors tous les développeurs aujourd'hui doivent avoir les deux compétences pour trouver des postes. Alors, c'est là où quand même je sors l'idée du développeur. Parce qu'effectivement, je ne pense même pas qu'il n'y en ait que deux. Je pense qu'il y a autant de développeurs qu'il y a de développeurs, en fait. Enfin, de types de développeurs qu'il y a de développeurs. Parce que un tel qui a telle religion va peut-être penser comme ça. Un tel qui est issu de telle catégorie socio-professionnelle, sociale va penser comme ça. Enfin, chacun a une manière d'approcher, en fait, le sujet, en fait, qui est simplement, qui est basé sur une, on va dire concrètement les choses, sur une fiche de poste initialement. Donc, il y a celui qui va vouloir remplir ses poches pour pouvoir aller acheter ce qu'il veut, pour pouvoir faire ce qu'il veut. Il y a celui qui va le faire pour sa famille. Il y a celui qui va le faire pour envoyer à ses parents qui sont au bled. Il y a celui qui va le faire parce qu'il sait qu'il a quelque chose à apporter à la société. Il y a vraiment plusieurs approches déjà de base qui sont complètement différentes, en fait, en vrai, quand on est dans une équipe. Et c'est vrai qu'au final, ça crée des types de développeurs qui sont différents parce que la manière dont il va aborder le sujet va faire que soit il va préférer à continuer à ranger, soit il va et donc se focaliser là-dessus, quitte à ce que à dire oui tout le temps. En fait, en vrai, à tout ce qui vient, il va toujours dire oui. Ou celui qui va peut-être se dire bon, mais là, non, c'est pas logique parce qu'il faudrait que ça fonctionne comme ça. Dans le monde d'expérience, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Il va peut-être plus l'ouvrir et dire non. Je pense que tu vois à peu près de qui je parle. Mm. Mais il y a vraiment plusieurs aspects en fait, qui font que c'est on a quand même plusieurs types de développement. Il n'y a pas de bons et de mauvais développeurs parmi tout ça. Je dirais que il y a surtout des mauvais développeurs, en fait, en vrai. Des bons développeurs, je ne veux pas forcément dire qu'il y a d'archétypes particuliers. Le mauvais développeur, c'est celui qui va faire foirer le projet. Voilà. Je dirais surtout ça, quoi, en fait. Et Après, le qu'est-ce qui peut mener à faire foirer le projet de ton expérience? Qu'est-ce qui peut mener, sans vouloir dire, ouais, voilà, on va faire une différence entre bons et mauvais développeurs, mais qu'est-ce qui peut amener un projet à foirer à cause de quelqu'un qui n'a alors, pas la bonne honnêtement, approche ou... je ne vais pas faire le défenseur ou quoi que ce soit, mais j'ai rarement vu de mauvais développeurs, en fait. En vrai, je ne peux même pas dire que j'en ai vu tant que ça. J'en ai rarement vu. Il y a des gars qui sont moins compétents que d'autres sur certains sujets, mais c'est souvent pas. Une fois qu'on arrive à leur faire comprendre, ils le comprennent, en fait, en vrai. Et donc, du coup, ils comprennent qu'il faut mieux soit se mettre de ce truc-là et la fermer, ou soit, enfin, il y a toujours une certaine compréhension qui fait qu'on adapte. Après, ça peut arriver qu'on ait un comportement toxique par rapport à des traits de personnalité. En fait, ça, encore une fois, c'est normal dans toute relation humaine, en fait. En vrai, Hmm. c'est pas parce qu'on se met avec une femme que forcément ça va marcher, même si il y a des personnalités qui font une femme ou d'ailleurs, peu importe d'ailleurs, mais il y a des choses qui peuvent faire que ça ne marche pas sur la personnalité en fait. Même si tout a l'air d'être bon, correct sur le papier, sur les compétences et même dans la vraie vie, d'expérience, mais parfois il y a des choses qui ne vont pas en fait en vrai. Et c'est vrai que ça peut faire, c'est des choses qui peuvent faire foirer le projet, mais sur le coup, ça fait pas forcément d'eux des mauvais développeurs en fait. C'est ça Hmm. le. Alors Enfin, moi j'ai un... Je vais faire juste un petit... parce que ça fait quand même longtemps que tu devs, tu vois. Et moi ce que j'aime bien sur ce podcast, c'est avoir des développeurs qui sont seniors, qui voient le marché, qui ont vu l'évolution du marché, etc. Et là, par exemple, tu vois, on part sur un aspect qui est l'aspect management pour moi. C'est-à-dire, en gros, tu vas avoir une équipe. Et ce que je ressens beaucoup dans ce que tu me dis, c'est que pour qu'un projet il marche, il faut que l'équipe elle arrive à matcher ensemble et à créer quelque chose ensemble. Et si on devait mettre dans une balance tout ce qui est évolution des technos, aujourd'hui on a l'IA, le no-code, le Web3, la blockchain, etc. Et si on devait mettre de l'autre côté tout ce qui est le management, qu'est-ce que tu penses entre les deux est le plus impactant sur la réussite d'un projet? Est-ce que en gros,
Parce que tu vois, il y a l'histoire de aujourd'hui, on met beaucoup de couches, on met beaucoup de techno, on met beaucoup de nouvelles choses. On demande aux développeurs de toujours savoir des nouveaux trucs, etc. Mais de l'autre côté, on se rend compte, là en parlant, on s'en rend compte que ce qui est important, c'est pas forcément la technicité, mais le comportement le comportement humain, on va dire, et la communication. Alors, je dirais même pas forcément le management, mais c'est voilà, c'est l'adaptabilité justement de chaque développeur par rapport au reste de l'équipe. Souvent dans le développement logiciel, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire et donc on a cette, enfin, cet environnement dans lequel tout le monde a une certaine responsabilité et amène sa pièce à l'édifice, sa pierre à l'édifice. C'est surtout là, en fait, en vrai, c'est de savoir quelle pierre il faut emmener et est-ce que nous, on est compatible par rapport au reste des pierres qu'il y a pour pouvoir avoir une fondation assez intéressante pour pouvoir que le logiciel repose au-dessus cette espèce de Stone Age sur lequel on arrive à poser un truc dessus. Et chacune des pierres, je représenterais peut-être ce qu'amène le développeur. Je ne dirais pas le développeur en lui-même, mais ce qu'il amène en fait, en vrai, ce qu'il a Et décidé de mettre. si je dois rebondir sur ce que tu dis, est-ce que tu penses qu'un projet sans dev expérimenté, il est forcément voué à capoter? Parce que qui dit pas de dev expérimenté dit pas d'expérience sur les fondations. Est-ce que ce que je te dis, Non, ça te pas parle? forcément. Pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple sans jamais avoir eu de relation avant. Et ça marche très, très bien jusqu'à la fin de leur vie. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'un dev expérimenté ou de quelqu'un d'expérimenté dans le couple pour que ça tienne, en fait, en vrai. Donc, c'est l'essentiel, encore une fois, c'est la hiérarchie. On a le droit de faire des erreurs. On a tous le droit de faire des erreurs. Avec même l'équipe, au début, il y aura peut-être telle pierre qui ne sera pas bien taillée. Il faudra peut-être en rajouter une autre au-dessus. Ou je sais pas, il y a peut-être un truc, il faudra incurver là. Enfin, il faut la mettre comme ça pour que ça tienne. Mais si on arrive à avoir l'agilité d'esprit de faire ça, peu importe qui le fait, qui va incurver sa pierre, qui va tourner sa pierre, si c'est lui qui tourne sa pierre, si c'est lui qui en met une autre dessus, peu importe comment ça se passe, l'essentiel, c'est d'arriver à trouver cette alchimie, en fait, en vrai, pour cette harmonie, pour que ça tienne, en fait. Donc, pas besoin de dev expérimenté, pas même besoin de manager particulièrement. L'essentiel, encore une fois, c'est d'avoir c'est de prendre ses responsabilités de manière à ce que tout tienne, en fait, en vrai. Est-ce que tu as eu des Euh, projets, après on passera à autre chose, dernière question un peu sur l'aspect équipe, management, etc. Est-ce que tu as déjà eu des projets où ça s'est bien passé comme ça, où ça s'est imbriqué sans qu'il y ait personne pour gérer, sans qu'il y ait de lead dev, sans que de manière totalement horizontale, et ça s'est imbriqué, et ça a coulé de source, et chacun a fait preuve d'humilité et de... j'ai surtout vu des projets où on n'a pas laissé le temps à ça de se faire. Hmm. En fait. C'est-à-dire, si on devait prendre ne serait-ce que nos expériences communes, c'est du temps qu'il fallait et de l'argent qu'il fallait pour que ça se fasse. Après, ça peut être peut-être potentiellement bancal pendant un moment sur certains aspects, mais tout ça se complète par la suite si justement les gens au-dessus ou il y a quelqu'un, il y a un financeur ou il y a quelqu'un qui donne du temps et de l'argent pour que ça se fasse en fait. Après, il ne faut pas non plus faut être réaliste, il ne faut pas non plus se dire qu'on a 50 ans pour faire le truc, mais c'est surtout ça, quoi. C'est un peu de temps, un mois, 2 mois, un peu de formation. Un tel sait que lui, il faut passer telle formation, il a telle lacune. Ben, il va se former là-dessus. Ça va lui prendre peut-être 2 semaines, un mois. Ben, si après un mois, il est formé, il sera opérationnel, il va revenir et sa pierre sera bien calée, en fait, en vrai. Mais Hmm. si en haut, on n'a pas cette patience-là, en fait, en vrai, on n'a pas on se dit, c'est bon, on prend des seniors et ça va marcher. Non, les seniors, parfois, il faut qu'ils se forment parce que lui n'a pas encore compris que lui, il n'est pas là pour. Voilà, on n'a pas enfin, c'est peut-être d'autres sujets parfois qui viennent entre seniors, souvent, en fait. Parfois, c'est plus des sujets de trait de personnalité, justement, en fait. En vrai, lui, il croit que lui, il a le temps de faire ça alors qu'il a 15 activités derrière. Il y a plein de choses qui peuvent se produire qui font que, en fait. Par rapport à, pour pas trop, pour essayer de passer à autre chose, tu vois, parce que là on est sur la problématique entre management et un peu, on va dire, la problématique de il faut faire rentrer de l'argent et la problématique de il faut produire, et de trouver l'équilibre entre bah, le temps de production et le temps de commercialisation, c'est une grosse problématique dans le monde du dev.
Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment trouvé de pierre angulaire qui arrive à vraiment faire le pont entre les deux. Parce qu'il y aura toujours un qui mettra la pression à l'autre. Parce Ah, qu'on a signé non, un nouveau truc. ma dernière expérience, je l'ai vue en grand. Bon, j'ai beaucoup critiqué, alors je vais pas citer son nom, mais j'ai beaucoup critiqué ce personnage qui effectivement était très autofolien. Mais au final, il avait quand même eu cette posture de pouvoir expliquer au PDG qu'il fallait attendre, en fait. Et le PDG a fini par comprendre et Mm. ça se passait très bien. Il finançait des choses, bon, pendant un an. Bon, il n'y a rien qui a été produit, mais c'est bon, en fait. C'est pas grave parce qu'il sait qu'il y a telle compétence qui a été prise. Enfin, après, il faut quand même réussir à justifier tout ça, hein. Je ne dis pas que Mm. c'est la fête à la maison, mais il faut quand même justifier tout ça. Et une fois que tu justifies le truc, c'est cohérent, en fait. Il y a une certaine cohérence parce qu'après, c'est fluide. Et quand ça est fluide, tout le monde est content, en fait, en vrai, parce que les débits sont excellents, en fait, en vrai. Une fois que tout le monde a trouvé cette alchimie, après, bon, voilà, on a fini de mettre les pierres, on met un truc au-dessus, après on met un deuxième, après on met un troisième. Ça prend peut-être moins de temps d'en mettre 10 que si on avait voulu, depuis le début, en mettre 10 comme ça, en fait, en vrai. Donc, là, ça se comprend très, très vite et tout le monde est content en Mm. fait. Après, justement, le ROI devient très intéressant parce que l'équipe est complètement scalée, enfin, plus que scalée, mais elle est adaptée à la charge de travail qu'il y a derrière. Et que s'il faut scaler, ben justement, ils savent eux-mêmes se scaler, en fait, en vrai, parce qu'ils savent que, bon, ben voilà, lui, non, il joue pas aux jeux vidéo, on va pas le prendre, il joue pas à FIFA, on va pas le prendre. Enfin, limite, ça peut être des trucs aussi bêtes que ça, mais ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas, en fait, en vrai. Et ce Mm. qui fait que ça va continuer à marcher et que ça va pouvoir scaler, en fait. Donc, c'est Ouais, très important. une vraie culture d'entreprise et de groupe de travail, en fait. De groupe de Exact. projet. Mm. C'est ça. Mais les humains ont toujours fonctionné, je pense, comme ça, avec du temps. Enfin, non, pas toujours, c'est pas vrai. On voit ce qui se passe là, non, pas vraiment. Mais en tout cas, pour beaucoup, ils y arrivent, en fait. Je ne sais pas Ouais, tous, mais pour beaucoup, ils y arrivent, en fait. Voilà. ouais, En tout cas, les chefs de petite équipe, ouais, ils y arrivent. la survie en dépend, de toute façon. Ça, on est aligné là-dessus que voilà, si l'être humain ne survit que parce que justement il arrive à faire ça. Alors, si on doit passer à un autre sujet qui te concerne plus directement, toi, tu as fait ton parcours, tu as fait du dev, tu es passé par plusieurs boîtes, et au bout d'un moment, tu as été attiré par tout ce qui est entrepreneuriat. Tu m'as parlé de quand tu étais à Paris, tu as assisté à des sessions The Family, donc anciennement quand il y avait Oussama Hamar là-bas, etc. Et tu as fait un projet qui s'appelle Copelio. Est-ce que tu peux faire un moment pub et nous parler un peu déjà comment est-ce que tu es arrivé à ça et comment est-ce que techniquement et comment tu as pu le mettre en place, tu vois? Ok, donc sur plusieurs aspects. Ok, ok, bah, alors bon, bon, pour la question un peu à plusieurs niveaux, mais il y a une fluidité. Donc bon, à la base, moi, effectivement, avant même de partir, j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat. C'est toujours quelque chose qui m'a plu, ou du moins sur la stratégie. De manière générale, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, la stratégie. Il y a des projets que j'ai essayés. Enfin, voilà. Enfin, en vrai, j'ai pas essayé grand-chose jusqu'à cet âge-là, mais j'ai toujours émis des projets en tout cas. Mais donc une fois que Jusqu'à cet âge-là, j'avais c'est-à-dire quel fini mon âge à peu diplôme, près? alors c'était 2015. Quoi, ouais, bon, on avait un environnement qui était plutôt stable. Enfin, ça marchait bien, je gagnais mon salaire, je me prenais pas trop la tête, j'ai appris à danser. Enfin, j'avais quand même une certaine. Enfin, j'avais fini mes études quoi, en fait. C'est bon, j'étais plus étudiant et je gagnais de l'argent en fait. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, vas-y, intéresse-toi à ce que tu voulais faire depuis le début, à savoir entreprendre. Et donc, du coup, petit à petit, de fil en aiguille, justement, avec des collègues de la housse de cette époque, on s'est un peu motivé, on allait un peu se renseigner sur ce qui se passait un peu sur la tech, un peu, en fait, sur les entrepreneurs français. Donc, tout le milieu un peu, donc, l'ex-French Tech, voilà, bon, Mhm. peut-être ça parle à certains, mais c'était avant que ça soit politisé. Et même après, en fait, ça m'intéresse toujours, mais en tout cas, là, à l'époque, c'était bien avant. Il y avait justement de Family qui arrivait, un peu, enfin, Oussama qui montrait ses dents, enfin,
c'était l'époque, en fait, en vrai. Et donc, bon, de fil en aiguille, j'étais déjà très intéressé. Enfin, justement, je bougeais beaucoup sur tout ce qui est meet-up, ces choses-là, ça. Donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé un peu à des conférences de The Family, et à m'intéresser un peu à des pitch dans Kill My Vibe, justement, des startup week-ends. J'ai fait quatre startup week-ends. J'ai fait pas mal de petits trucs sur Paris qui sont proches de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, parce que ça bouge énormément, en tout cas, ben, voilà, après, on est dans la capitale. Et Paris, quand même, c'est une ville qui, à l'échelle internationale, a quand même bien hébergé, enfin, ça a beaucoup bougé à cette époque-là sur Paris, en tout cas. Et donc, il y a de très belles choses à apprendre. Et donc, bon, petit à petit, voilà, je me challengeais, en fait, hein. J'ai eu des projets, on faisait des projets un peu tout le temps, mais bon, on concrétisait pas forcément grand-chose. Alors, au début, j'ai eu mon WebOdex. Mon premier vrai projet que j'ai essayé de monter, c'était WebOdex. Mais moi, mon gros problème, si je devais même commencer par ça, c'est que je suis trop en avance, en fait, sur la tech. J'aimais des projets qui sont souvent trop en avance, mais bon, il faut que j'arrive à recentrer tout ça. Mais mon premier projet, c'était WebOdex. C'était un peu comme un Pokédex, mais avec les outils du web. Donc, l'idée, c'était de référencer tous les outils du web qui avaient une utilité pour les entrepreneurs. On est en 2016, quelque chose comme ça, 2017, enfin, peut-être pas en 2015, mais plus 2016, 2017. Et voilà, je me rappelle être sorti, avoir proposé aux boulangeries du coin WebOdex. Enfin, c'était complètement décorrélé par rapport à l'époque où les mecs ne savaient même pas c'était quoi Facebook. Enfin, j'ai quand même référencé tous mes outils. J'avais mon fameux Google Doc à peu près 3000 lignes avec des outils du web. Et donc, je cherchais à propulser ça. Mais bon, voilà, clairement, mon étude de marché était pas cohérente, en fait, en vrai. Donc, bon, j'ai été trop vite. Donc, j'ai pris un peu de temps. Donc, quelques temps après, j'ai repris un taf de formateur sur le coup. J'ai fait de la formation pendant un moment et ensuite, je suis revenu sur Copilio. Donc, Copilio, c'était surtout par rapport au fait que je trouvais, je savais quoi faire de ma vie. Enfin, à savoir, je ne savais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il fallait que je reprenne un taf ou est-ce que je fallait que je me mette à mon compte pour faire de la formation? Je me suis demandé, bon, ben, si je reprends un travail, dans quel secteur d'activité je dois travailler? Et au moment où je me pose la question, je me suis dit, bon, vas-y, je me pose la question. Je vais faire de World of Warcraft et je me pose la question demain, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne regardes pas, en fait, ce à quoi tu joues pour essayer de comprendre, en fait, ce que tu veux faire dans la vraie vie, en fait. Et j'ai trouvé ça très cohérent, en fait. Et du coup, je n'ai pas joué à World of Warcraft. Je me rappelle cette fois-ci, je n'ai pas joué à World of Warcraft et je me suis dit, ben, vas-y, lance-toi sur un projet où justement tu essaies d'aider les gens à trouver justement un secteur d'activité, voire même une activité et une orientation scolaire à partir des jeux vidéo auxquels ils jouent. Et c'est là qu'est né le projet Copelio, en fait, qui justement est devenu un peu, qui a pour ligne directrice de prendre avant l'impact positif des jeux vidéo sur la société. Mais la naissance, quand même, c'était surtout de me dire, pour moi, de faire une espèce d'introspection par rapport aux jeux auxquels je joue et d'essayer de comprendre ce que je veux faire, enfin, au moins quel secteur d'activité je veux toucher par rapport aux jeux auxquels je joue, en fait. Et donc, Si je dois résumer un peu voilà, donc, ce que moi j'en ai compris de Copelio, c'est un peu de dire à travers le jeu, qui est quelque chose qui est utilisé, qui est devenu mainstream et que la plupart des jeunes utilisent, on peut tirer des grandes lignes et voir en fonction de ce qui va être plus avantageux pour eux dans le jeu, ce sur quoi ils vont être le plus à l'aise, ils vont pouvoir être justement orientés vers des choses qui prennent ces skills-là et qui les mettent en pratique, qui les font travailler sur le marché de l'emploi. C'est un peu ça. Ou je me trompe. exactement. C'est un peu ça. Alors non, c'est un peu ça. Et ça, du coup, l'utilité vraiment, là où en extrapolant, en fait, en vrai, parce que bon, ça, c'est l'idée de base, mais c'est vraiment retourné sur vraiment justement, enfin, la réalité, c'est que c'est pas que les jeunes qui jouent, c'est la moyenne d'âge, elle est quand même de presque 38 ans, enfin 40 Ouais, même maintenant. Donc, c'est vraiment pas que les ouais, c'est jeunes vrai. qui jouent. Là, sur le coup, il fallait que je trouve quand même quelque chose à dire. Enfin, bon, les jeunes 40 ans qui travaillent, enfin bon.
eux, c'est difficile d'aller leur dire d'utiliser Copilio, mais par contre, ceux qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en recherche d'orientation scolaire, eux, ils ont quand même, enfin, je ne dis pas que les conseillers d'orientation font mal leur travail ou quoi que ce soit, mais c'est un travail qui n'est pas évident. Quand on a quelqu'un qui n'a pas du tout de CV ou qui a un CV qui va dans toutes les directions et on ne sait pas trop quoi lui proposer. Donc, c'est vraiment là d'analyser quelque chose d'un peu atypique, enfin, paraît atypique, mais qui au final est tellement pratiqué que ben, on peut avoir des informations qui sont quand même assez pertinentes en fait, en vrai. Si quelqu'un joue tout le temps à des jeux de voiture ou à des jeux d'avion, si ça se trouve, le secteur de l'aviation lui plaît. Je ne vais pas forcément lui dire d'aller faire pilote, mais peut-être d'aller, justement, s'il est intéressé par le commerce derrière ça, d'aller vendre des billets d'avion ou de, je sais pas. Il y a Ouais, pas mal de de travailler dans choses les de ce pièces, dans les type-là. pièces d'aviation. Et ça, c'est, Ah, travailler dans les tu pièces. travailles avec des C'est ça. organismes style Pôle emploi qui, eux, peuvent avoir cet outil-là en plus dans leur boîte à outils pour pouvoir un Alors, peu. C'est ça? Alors, j'en suis arrivé à ce stade-là juste avant de faire faillite, enfin, de faire faillite, de pas avoir assez d'argent pour lancer le projet. Donc, j'avais comme client principal, enfin, comme futur, enfin, comme client principal, mission locale d'Aix. Mm. Et donc, voilà, j'étais censé commencer à déployer chez eux, mais personnellement, j'avais vraiment Donc pris là, si tu rien. Et trouves, là, donc là, s'il y a un investisseur qui écoute le podcast et qui est prêt à miser sur le truc, toi, t'es open. carrément, mais là, je suis carrément en train de reprendre le projet. Il y avait une question qui venait dessus, mais justement, après cette année un peu particulière, Ouais. mais voilà, j'ai développé carrément tout un modèle assez poussé, enfin, je devais faire ma com, qui permet justement de classifier les jeux vidéo. Alors, il y a déjà des actions qui sont menées dans ce type-là d'ailleurs, mais j'utilise la même codification que les bibliothèques pour, donc voilà, avec Ouais. justement les connaissances, la classification décimale de Dewey. Et donc, on peut justement créer des liens avec des livres. L'Égypte antique, par exemple, ben, je peux peut-être ressortir des livres, moi, justifier ou injustifier le contenu du jeu. C'est quand même assez intéressant. J'utilise les classifications aussi des associations pour certaines actions. Donc, bon, s'il y a des jeux qui peuvent être intéressants pour faire passer certains messages, justement, je les classifie. Il y a beaucoup de... J'ai développé tout un modèle, justement, de classifier le jeu en 4 dimensions et qui permet de créer des liens avec des fiches métiers, des livres, des associations et et le troisième point, ben, c'est des intelligences, en fait, comme on parle d'intelligence multiple, justement, de créer un peu des liens avec les types d'intelligence qui sont sollicités par le jeu. Donc, c'est des choses très sérieuses qui sont basées sur le coup sur des études réelles. Et donc, bon, moi, j'ai un peu cumulé toutes ces études pour pouvoir créer mon modèle de classification. Et j'ai commencé à classifier les jeux de cette manière-là. Donc, c'est assez intéressant et c'est un secteur qui bouge plus qu'énormément parce que c'est un secteur qui coûte, enfin, il y a plus de chiffres que le cinéma et la musique réunis. Mm. Donc Mm. voilà, s'il y a des investisseurs intéressés, Voilà, on lance un appel et puis je mettrai le lien carrément, là, dans la description. Et... Si on doit passer sur autre chose, puisque t'en as fait mention rapidement, mais cette histoire de parce que c'est bien qu'on en discute parce que tu es à cheval entre faire de la presta pour faire de la trésorerie et faire de l'innovation. Mais ça crame de la trésorerie et il te faut de la trésorerie pour vivre et pour pouvoir te consacrer à cette innovation-là. Comment est-ce que tu vis, toi, le fait de devoir être forcé de retourner à de la presta pour justement renflouer la trésorerie alors que tu es à fond en train de rusher sur un projet d'innovation? c'est que bon, en vrai, je suis censé, enfin, je vais devoir chercher des missions, mais je décide de mettre en place certaines choses un peu en amont qui utilisent elles-mêmes de la technologie, justement, d'innovation, donc notamment l'IA, de génération d'IA, donc bon, d'images. Mhm. Donc, j'utilise Stable Diffusion. Donc, je me suis dit que bon, ben, derrière ça, je pourrais proposer des prestations autour de Stable Diffusion, mais avant tout, bon, voilà, pour faire très simple, des objets qu'en fait, en vrai, c'est un peu.
bon, l'IA qui génère des images, bon, à part vendre des objets, c'est difficile de vendre des images. On pourrait vendre des images justement sous type de prestation, en fait, des services aux entreprises, créer des services aux entreprises. Je pense peut-être proposer quelque chose, mais avant toute chose, je vais vendre des t-shirts. Après, j'ai la... Oh, bah, après, Mais là, je c'est ça, suis hein. Tu t'adaptes au marché. Tu as initiatif, en tout t'as cas. un aspect entrepreneurial qui est aussi très Je- intéressant de te dire, voilà, je m'adapte. Donc, et comme tu le disais, tu vois, dev, c'est pas forcément la finalité en soi d'être que dev. T'es un être humain à côté, tu as plein d'autres projets à côté. Et voilà, tu as tout un écosystème qui fait que tu es toi, avec ce que tu aimes, ce que tu, voilà, ce dans quoi tu aimes travailler, etc. Ça, c'est ça exactement. Donc là, alors c'est vraiment quelque chose par contre que sur le coup, je pourrais même conseiller bah, beaucoup en fait, à beaucoup de devs, c'est que on a des là en me lançant un peu dans cette histoire de vente de t-shirts, je un truc qui a rien à voir. Ça s'appelle Lovezik. Pareil, je fais ma pub. C'est T'as donc raison. c'est l'idée, c'est de vendre c'est On mettra les liens dans la c'est de description. vendre c'est ça, on mettra tout dans la description. N'hésitez pas encore, on pourrait voir. Ouais. Mais l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour générer des images, en fait, pour partager ma passion autour de la musique. Et donc, c'est mettre ça sur des t-shirts et des tableaux, grosso modo, et on vend ça. Ouais. Voilà. C'est là que c'est intéressant, en fait, d'avoir des compétences de dev, pour d'automatiser des choses, pour des sites web, des trucs du style, pour pouvoir optimiser justement cette vente, en fait, en vrai. Donc, bon, J'écoutais un podcast dernièrement qui parlait d'un truc assez intéressant. Il disait que l'avenir, en fait, il est au COO, les chefs opérationnels officers, c'est-à-dire les mecs qui vont avoir des connaissances techniques pointues, mais qui vont être capables, avec toutes ces connaissances, d'exécuter rapidement une stratégie business, entrepreneuriale, la stratégie de l'entreprise. Donc, avec une vision, où ils vont avoir de la vision sur tous les aspects qui vont être marketing, web, digital, etc. Et leur force, en fait, va être de pouvoir avoir des gens qui font des trucs d'expertise très spécifiques, mais eux d'être sur l'aspect opérationnel et donc d'exécuter rapidement et c'est un peu, tu vois, l'esprit de ce que tu as dit, c'est-à-dire que voilà, tu fais des t-shirts, mais faut faire un site, tu le fais en une journée, faut mettre en place un truc de marketing, tu le fais en une journée, et après tu mets ton truc sur le marché, et tu vois tout de suite si ça marche ou pas, tu as des KPI, tu hop, t'as ta data, tu peux l'analyser, et donc tu mets en place toutes tes expériences et tout ce que tu as amassé pour pouvoir opérationnaliser le plus rapidement possible. Si je peux juste embrayer sur la question d'après, parce que je la trouve intéressante, puisqu'on parle de ça, puisqu'on parle un peu de généralité, comment est-ce que tu fais pour rester sur l'aspect technique et rester toujours opérationnel sur l'aspect technique, mener une veille, etc. Et rester toujours en fait un développeur, parce que tu vois, tu as la crainte du dev. Si je me décorrèle un peu du métier de dev, je suis plus sur dernière techno, tu vois. Comment tu mènes ta veille et comment est-ce que l'aspect technique, tu le mets dans ton workflow quotidien? alors, du coup, bon, alors, ouais, ça va bien embrayer, mais, c'est- mais alors, bon, je vais revenir sur Notion, parce que j'avais quand même envie de parler de Notion rapidement, Hmm. mais parce que la structure, je l'ai beaucoup gardée grâce à Notion. C'est un des outils que j'utilise et qui font que j'applique des logiques de dev, mais n'empêche que, bon, on va embrayer. Et donc, pour l'embrayement, donc je dirais que pour garder ma veille, donc à la base, j'ai quand même, bon, quand je structure des nouveaux projets, justement, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait depuis déjà un moment, en fait, justement, que je suis en mode entrepreneur, c'est que je crée carrément des environnements complètement décorrélés et je mets toujours des veilles en place, en fait, en vrai. Donc, notamment avec Feedly, mais ça peut être d'autres outils, en fait, en vrai. Avant, il y avait Google News, paye son âme. Hmm. Mais maintenant, d'abord Feedly, voilà, Feedly était très intéressant. Enfin, il y a peut-être mieux maintenant, en fait, en vrai. Mais c'est là que je mets toujours des veilles en place. Et donc, bon, je sais qu'à un moment, j'avais Be The Web, enfin, c'était un des projets que j'avais, enfin,
c'est une identité que j'avais montée pour suivre justement mes compétences en développement web. Et donc, j'avais toute une veille autour de ça. Donc, quand je veux reprendre du dev, je veux dire, je reprends un peu ma veille Fitbit et je suis un peu les trucs. Je suis un peu les dernières technos, notamment Angular. Bon, là, j'ai pas rajouté Nest, mais il faudrait que je rajoute Nest. À l'époque, j'avais du Express, du Mongo, enfin, la fameuse couche mine. Mais bon, là, maintenant, c'est un peu plus différent. Je pourrais rajouter des choses. Mais donc voilà, j'ai toujours une veille derrière. Mais ce que je donnerais quand même comme, avant même d'en arriver jusque-là, c'est d'arriver à comprendre les concepts de base. Si je devais donner comme conseil justement aux développeurs, on va dire un peu moins seniors, c'est qu'il y a des concepts de base qu'il faut comprendre. Il n'y a pas besoin de Angular ou Vue ou je ne sais pas, ou Svelte. Une fois qu'on a compris les concepts déjà de base de c'est quoi ce type d'application, normalement, voilà, il suffit juste de se mettre à jour sur quelle fonctionnalité un tel propose et tel propose. Et après, bon, je vais pas dire on bricole parce que c'est pas le bon mot. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce terme de bricolage, mais quelque part, tu t'adaptes en fait. À se dire, bon, ben, ce que, voilà, en Angular, tu as les observables. Je sais pas, en React, tu auras je ne sais quoi. Enfin, voilà. Enfin, il y a plein de trucs qui vont être équivalents. Il faut juste essayer de comprendre les équivalences entre les concepts de base que tu as appris sur un sujet et les transcrire dans un autre. En fait, après, il y a des simplicités d'écriture. Je me rappelle, voilà, mon fameux enfin, un des développeurs que j'ai fait monter en compétence qui me critiquait pendant longtemps de ne pas utiliser de pas utiliser les écritures un peu les nouveaux types d'écriture, de continuer à écrire mes strings avec des accolades. Je dis, ouais, mais bon, j'ai appris à coder comme ça m'embête, mais bon, ça marche toujours, quoi, en fait, en vrai. Bon. Et voilà, maintenant, c'est peut-être pas comme ça chez les jeunes, mais en tout cas, ça marche, en fait. La vidéo sur formé au dev, mais voilà, un string reste un string, quoi, en fait, en vrai. Tu comprends juste que, bon, moi, je sais que j'ai appris en C, j'ai appris avec int et des floats. Bon, quand on m'a parlé de number, ben, bon, j'ai mis des numbers, quoi, en fait, en vrai. C'est Ouais. bon, tu comprends après les concepts, il y a des choses beaucoup plus poussées derrière ça. Je simplifie beaucoup, mais quand on fait de l'adaptation, on passe d'un langage à un autre, au final, ça, c'est pas forcément si compliqué que ça, une fois que tu as compris l'idée, en fait, en vrai. Donc, c'est... Moi, je suis vraiment, je plus sois ça parce que par rapport à ce qu'on disait en ouverture, au niveau de quelles sont les compétences les plus importantes, tu vois, c'est plus la logique et comprendre la logique qu'il y a derrière que la syntaxe. Parce qu'aujourd'hui, on est en concurrence sur beaucoup de technos qui, au niveau de la syntaxe, tu vois, un truc tout bête, tu dis tu veux faire un composant, tu demandes à ChatGPT de te faire un composant dans un langage donné, il te le donne. Après, la plus-value, la tienne, elle va être Mhm. où? Elle va être de prendre le composant, de savoir comment le structurer et où le mettre. Et elle va être là toute la plus-value du développeur. Et je pense que voilà, c'est plus. Moi, j'attends de voir, tu vois, mais j'attends vraiment de voir à l'avenir, au niveau des langages, comment ça va se. Parce que tu sais, aujourd'hui, on a des développeurs qui sont très liés à des langages. Et je pense que Mhm. ça risque d'évoluer, tu vois. Ça risque Ça, d'évoluer ben, parce que. ça va évoluer comme ça l'a toujours fait. En fait, après, c'est vrai qu'il y a un certain gap parce que moi, ce que je vois qui est compliqué pour certains, qui n'est pas forcément toujours éduqué, enfin, je me rends compte que beaucoup d'écoles ne l'inculquent pas, en fait. En vrai, beaucoup de formations, sans vouloir les critiquer, ne l'inculquent pas, c'est la lecture du code. C'est que Mm. le développeur doit savoir lire le code. Enfin, il y a une certaine génération de développeurs qui, pour moi, a trop été habituée à coder sans apprendre à lire le code. Par contre, là, on a le phénomène inverse qui se pose, c'est que tu as des développeurs qui ne savent que lire, à savoir même plus que lire, c'est d'écrire du code qu'ils veulent. Donc forcément, ils savent le lire, en fait, d'une manière. Enfin, Mm. de facto, ils vont apprendre naturellement à lire leur code parce qu'ils ont demandé à ChatGPT, par exemple, voilà, moi, je veux un code qui fait ça, 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 ça et ça. Il a dit en français, un langage naturel, en fait. Donc, cette fameuse lecture de code que moi, je m'efforçais toujours de faire avec certains de mes apprentis, ben, en fait, maintenant, elle devient carrément intrinsèque chez les nouveaux développeurs qui ne connaissent même pas la syntaxe, qui n'ont même pas appris forcément la syntaxe, qui n'ont appris qu'à de demander un truc à une IA
enfin, une IA, voilà, Ouais. je le mets parce que je suis très critique autour de ça. Je fais partie de la team Apple. Hein, moi. Enfin, sur le coup, je n'aime pas le terme IA, je trouve que c'est. Voilà. Mais sur les suggestions de code, voilà, la suggestion de code par langage naturel, voilà. En fait, en vrai, c'est du rétro-engineering qu'ils font, en fait, en vrai, sans vraiment s'en rendre compte. C'est que tu fais une espèce de. C'est pas vraiment du rétro-engineering, c'est du. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est une forme c'est que tu demandes ce que tu veux et tu obtiens le code, en fait, plutôt que de coder pour obtenir ce que tu veux, en fait, en vrai. Et après, avoir à relire ton code avec un lead dev pour te dire, ouais, quelqu'un fait ce code-là, eh ben voilà, il faut le lire avec un langage humain. Mais là, tout de suite, Mm. les gars, ils savent tout de suite te dire, ouais, mais ça me permet d'ajouter, d'envoyer tel fichier sur tel serveur. Terminé, même si c'est pas c'est quoi un serveur, même si c'est pas c'est quoi un fichier, même si c'est pas comment ça fonctionne, la fonction post. Mais en tout cas, il sait que cette ligne-là, quand il a demandé à ChatGPT, ben, ça lui a donné ça en fait. Donc il sait que bon ben et il va plus facilement comprendre que la fonction post sert à faire ça en fait en vrai. Et donc il va lui-même auto-apprendre en fait plutôt qu'un gars que on leur aura appris get, on leur aura appris post, on leur aura appris put, on leur aura appris create, on leur aura appris toutes sortes de trucs qu'il va jamais utiliser. Et Mm. du coup là lui il va tout de suite avoir des choses et comprendre à quoi. Alors il ne saura pas tout parce qu'il va souvent demander les mêmes choses sur le coup. Mais par contre, ce qu'il aura demandé, il saura faire le retrieval engineering, en fait, en vrai. Ouais, je pense que ça va. Je pense que l'avenir, il est entre ça et le fait d'avoir des notions fortes des concepts derrière pour pouvoir. Parce que l'optimisation du code, ça peut pas marcher forcément. Parce que pour bien écrire un code, en fait, tu as deux choses. Tu as cette partie-là, comprendre ce qui fait le code, mais tu as la partie aussi optimiser le code. Et la partie optimisation de code, je pense que le fait d'avoir un- un- une imbrication entre la compréhension, comme tu l'as décrite, et le fait d'avoir une genre de théorie, mais en amont, le fait d'imbriquer les deux, ça peut donner vraiment quelque chose qui est abordé de manière un peu différente, le code, que comme on l'aborde jusqu'à présent. On l'aborde que trop d'un côté ou de l'autre. Alors, alors, moi, je pense que, enfin, même plus que je pense, il y a Microsoft aussi qui pense comme moi et qui a déjà commencé. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Copilot. Ben, Copilot s'intègre très facilement avec un langage naturel. C'est vrai que j'en parlais encore avec mon frère il n'y a pas si longtemps, qui est un très grand Microsoftien. Et, on en parlait, enfin, je lui disais que oui, ok, l'IA, tout ça, patati patata, mais Microsoft a décidé de s'intégrer dans la culture de l'entreprise. Donc, ils comprennent, enfin, l'IA que Microsoft veut mettre en place avec son copilote est tellement poussée au niveau pro, parce qu'ils ont une philosophie pro, Microsoft. Ils ne sont pas en Mm. mode chat GPT où on fait un truc pour tout le monde. C'est bon, ils ont fait une proposition à tout le monde, mais par contre, si tu prends un copilote pour ton entreprise, va s'adapter au langage naturel de ton entreprise, en fait. Et même au niveau du code, justement, on parle d'intégration qui est très poussée au niveau de Visual Studio, c'est qu'elle va comprendre comment structurer le code qu'elle te propose directement comme il faut, en fait, en vrai. Mm. Donc, au final, on va quand même avoir cette compétence de prompting qui va être potentiellement nécessaire, même par un gars qui ne sait pas structurer le code. Copilote va copiloter le gars, en fait, en vrai. Donc, Mm. il va lui dire, bah, c'est bon, tu vas comme ça, et ton code, tu le mets dans tel dossier, voilà, dans tel fichier qui s'appelle truc.600 camelcase. Enfin, limite, il lui donne le nom du fichier, il lui crée le fichier. Et c'est bon, en fait, en vrai. Donc, le gars, il n'y aura même pas à se soucier, je pense, de ça. Plus ces IA vont augmenter, en fait, en vrai. Donc, plus Microsoft va proposer un service copilote de qualité, plus justement ben, les projets d'entreprise. Et je pense que les IA devraient aller dans ce sens-là parce que c'est, c'est là où j'ai moins de mal à utiliser le terme IA parce que c'est un peu ça, c'est pour ça que je parle d'IA, c'est que souvent on, enfin le commun des mortels, enfin même beaucoup, vraiment énormément de personnes, sauf Apple du coup, mais utilisent le terme IA pour parler de ChatGPT.
Tu vois, en fait, en vrai. Et Mhm. même pour parler de Stable Diffusion, Stable Diffusion n'est pas une IA, même Stable Diffusion, enfin, ils veulent pas, enfin, je ne veux pas dire qu'ils ne veulent pas se présenter en tant que tel, mais il y a beaucoup de gens qui te disent que c'est juste un outil de statistique, d'image, enfin voilà, tu lui donnes à manger une quantité quasi, enfin, assez improbable d'images qui sortent de sites, de banques d'images avec des millions d'images, et il les tag. Et statistiquement, par rapport à la phrase que tu sors, il sort quelque chose, mais ça n'a rien d'intelligent en soi, en fait. En vrai, ça ne permet pas de faire des choix, en fait. En vrai, ça ne s'adapte à rien du tout. C'est juste que statistiquement, ça te remet un truc, quoi. Si à telle heure, tu demandes un truc, il va te répondre de telle manière. À telle heure, tu demandes un truc, il va te répondre d'une autre manière. Mais c'est pas vraiment les IA conversationnels. À peu près, tu leur demandes la même chose, ils te répondront à peu près la même chose, en fait. Donc, pour moi, ça, enfin, ne dis pas que Copilot, c'est une IA. Copilot reste un service conversationnel, mais derrière, qui te produit du code. Moi, une IA, on va dire, du TXT to code, mais un service de TXT to code, on va dire. Bah, mais derrière ça, il y a quand même une IA. Elle va quand même s'adapter à récupérer les données de l'entreprise et adapter le code par rapport à l'entreprise, en fait, en vrai. Donc, il y Mhm. a quand même ce choix-là. Et donc, voilà, c'est là où j'anticipe peut-être sur une future question parce que l'IA, pour moi, c'est vraiment devenu un néologisme. Parce que moi, l'IA, ce que je me rappelle de mes cours d'informatique qui datent de mes études, c'est que tu as des algorithmes du type Dijkstra, tu as des trucs voilà, qui te permettent de gérer est-ce que quand tu fais un Pac-Man, on te suit ou il fait le tour. Enfin, c'est des choses qui sont beaucoup appliquées dans les jeux vidéo. C'est des choses qui permettent à un ordinateur, en fait, un truc informatique, de prendre une décision elle-même, en fait, en vrai. Il y a des choses derrière, potentiellement, mais pour moi, ChatGPT, c'est un service, quoi. C'est pas... Google est aussi poussé que ChatGPT, c'est juste qu'il ne présente pas les résultats de la même manière, mais Mhm. on va pas dire que Google, c'est une IA, en fait, pour autant. Et c'est juste il fait du TXT tout lien. Voilà, voilà. C'est juste que la IA conversationnelle fait du TXT tout TXT, c'est tout. Enfin, avec un langage naturel en réponse, mais il n'y a pas plus de valeur à ajouter que ça. Il ne fait pas de choix particulier. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut savoir, en tout cas maintenant, en tant que dev, utiliser tous ces outils-là pour pouvoir réussir à atteindre son objectif de, effectivement, produire un service ou un logiciel de qualité, en fait. En vrai. Tout ça doit Mhm. nous aider à produire un logiciel de qualité. Yes. Ouais, tu on est totalement en phase et je trouve très intéressant ce que tu as dit. Si on devait embrayer vers la dernière partie, puisque c'est un petit moment qu'on discute, toi, si on devait revenir un peu vers ta perception à toi sur ton parcours et ce qu'on pourrait en retirer comme on va dire, comme conseil pour des développeurs qui sont nouvellement développeurs ou qui aimeraient avancer, cheminer, changer peut-être certaines choses. Est-ce que, avec le recul sur toi, ton parcours, qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Question ouverte. Il y a un effet de mode qui fait qu'on a envie parfois de devenir développeur et c'est pas vraiment toujours ce qu'on pense que c'est. Peut-être qu'on veut juste devenir UI designer ou UX designer ou on veut peut-être parfois juste faire de la base de données ou du data science. Enfin, faut bien identifier vraiment ce qu'on veut faire en fait parce que ça, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, c'est un vrai gros problème avec toutes les formations qui sont proposées actuellement autour du sujet, qui confondent énormément de métiers et qu'à la fin, ils se retrouvent à pas du tout savoir qu'est-ce qu'on leur demande et à faire plein de tâches annexes. Enfin, ils sont un peu perdus. Donc, du coup, essayer de bien comprendre ce qu'on veut faire en fait, en vrai. Et voilà, donc ça, c'est l'un des points. Bon, moi, je ne vais pas dire que j'ai eu à faire ça parce que moi, j'aime un peu tout ce que je fais. J'ai été dans la direction dans laquelle je voulais. Mais quand même, c'est vrai que l'un des trucs que j'aurais bien voulu faire, c'est d'entreprendre plus jeune. Là, j'ai commencé, j'ai attendu vraiment trop longtemps avant d'entreprendre. Et voilà, après, voilà, il y a un autre aspect aussi très à dire de rejoindre des groupes.
moi, je suis resté trop seul. J'étais bon. Enfin, gens qui pourront confirmer ça. J'ai toujours été bon en fait là-dedans, mais je suis quand même resté seul en fait. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant parce que c'est voilà, faut se mettre dans des équipes de foot, dans des clubs de basket, je sais pas, peu importe, faire du bénévolat, faites des trucs avec les autres parce que c'est en fait quand tu te retrouves en équipe à essayer, voilà, moi, l'un des gros problèmes que j'ai, effectivement, toi, tu le connais, ce problème, peut-être, enfin, tu l'as peut-être vu, mais c'est, même si je sais que quelque part j'ai raison, j'arrive jamais à le faire comprendre à un groupe, en fait, en vrai, mais vraiment, c'est très, très compliqué pour moi parce que pour moi, comme je sais que j'ai la réponse, c'est évident qu'on va m'écouter, sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, en fait, en vrai, dans la réalité, et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir une expertise de groupe, en fait, en vrai. Et ça, c'est important, en fait, de comprendre le groupe, l'équipe. Et ça, c'est pas quelque chose que je maîtrise et dans lequel je suis très, 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 très à l'aise ou bon. J'aime beaucoup les humains. C'est quelque chose que j'aime énormément. Mais travailler avec les humains, j'y arrive pas forcément toujours. C'est assez bloquant. Ça m'a quand même pas porté préjudice sur ma carrière, en fait, en vrai. Tu as Donc, répondu à trois voilà, questions donc en une. je dirais ça pour en fait. Tu as répondu à trois questions en Voilà. une, mais je trouve que ouais, c'est très très intéressant que tu Et mettes le doigt sur la la dernière, partie, je fais la dernière quand même parce qu'elle est drôle. partie C'est communication. Non, parler mais moins. vas-y. J'allais Parlez te pas dire autant que moi. justement. Parlez pas autant que moi, c'est tout. Non, mais déjà, j'allais te dire avant de dire s'il y a des choses que tu vas aborder que je t'ai pas demandé ou autre, que tu avais noté ou quoi. C'est quoi maintenant, toi, au jour d'aujourd'hui, tes ambitions à court, moyen et long terme? Où est-ce que tu te vois, comment tu te vois avancer, comment, dans tout ce qu'on a décrit un peu, ouais, comment tu te situes Alors voilà, moi je vais répondre direct, c'est réussir à capitaliser rapidement sur mes compétences là. En fait, en vrai, là, justement, je vais peut-être m'éloigner du dev, mais réussir à capitaliser, comme je disais, avec l'Obzik, vendre des objets grâce à de l'IA ou voilà, faire un truc qui fait que l'argent tombe. En fait, ça, c'est un premier step à court terme. À moyen terme, c'est de réussir à monter une équipe justement pour rejoindre une équipe en fait. Hein. Je ne vais peut-être même pas être aussi radical, mais j'avoue que le projet Copilio, j'aimerais bien monter une équipe quand même autour de ça en fait, hein, ou Lovezik, mais en tout cas, le projet principal, c'est Copilio. Donc là, j'aimerais bien monter une équipe sous Copilio et qu'à long terme, justement, que j'arrive à embaucher, arrive à avoir vraiment une vraie entreprise, quelque chose qui perdure. Mais voilà, moi, à terme, c'est ce que j'aimerais en fait. C'est vraiment avoir une entreprise qui ait un impact et à côté de ça, d'avoir des petits business qui sont rentables à l'échelle personnelle pour pouvoir me payer des vacances avec ma copine ou autre. Donc, yes. Donc, s'il y a des devs qui sont voilà, mettre intéressés, de l'argent dans les poches. on Comment? mettra. Donc, s'il y a des devs qui sont intéressés, qui écoutent, on mettra aussi des liens pour que ils te contactent directement et qui, s'ils sont intéressés par le projet, etc. On sait que Complètement, t'es à complètement. l'écoute. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment sur le stade de monter une équipe. Cette fois-ci, je ne vais peut-être pas faire la même erreur que la première fois. J'ai essayé quand même de tout faire tout seul. J'y arrivais, encore une fois. Voilà, j'y arrivais vraiment, en fait. Hein. J'ai vraiment réussi à monter tout ça tout seul. Mais voilà, au final, quand on est épuisé, donc voilà, c'est important de pouvoir monter une équipe. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, effectivement, pas que des investisseurs, c'est beaucoup de devs et même pas que des devs d'ailleurs, en fait, en vrai, il y a carrément des gens, en fait, en vrai, des humains, un peu tout le monde, quand même, des testeurs, un peu tout, en fait, en vrai, qui sont intéressés par le projet. Voilà, moi, c'est vraiment ça que j'aimerais monter à terme. Et à côté de ça, voilà, de réussir à quand même pousser depuis le court terme, monter des petits projets qui mettent de l'argent dans mes poches. Parce que bon, faut pas non plus se chercher à sauver le monde sans argent dans les poches, quoi. Ouais. On est bien d'accord là-dessus. Alors, ok, C'est donc on ça. arrive à la fin du mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire que j'ai pas abordé, que tu avais noté, que tu dis, ah, mais je pensais qu'il allait me parler de ça et j'en ai pas parlé, ou un Non, truc que non, tu aimerais non, alors, ajouter? Tu vois. moi, j'aimerais surtout quand même moi,
ajouter cette histoire d'assumer qu'en fait, en vrai, d'assumer, peu importe qui vous êtes, que vous soyez binaire, non binaire ou autre, c'est d'assumer qu'en fait, en vrai, peu importe votre religion, peu importe votre couleur, peu importe votre culture, renseignez-vous quand même sur ce que vous êtes, parce que c'est important. Vous allez voir que vous allez trouver que des belles choses. Enfin, pas que des belles choses, mais en tout cas, il faut assumer ce qu'on est et se rendre tout ce qu'on est. Et voilà, c'est grâce à ça qu'on arrive à prendre des décisions sur les choix qu'on veut avoir par la suite. Voilà, pour le petit bémol, enfin le petit voilà, copilio de gaming, voilà, de me dire que j'allais faire du gaming, ou combiner du gaming avec de l'éducation, ou du professionnel. Je sais qu'il y a des gens qui sont là-dedans, mais il faut vraiment réussir à assumer qu'on est un gamer et qu'en même temps, on aime bosser, qu'en fait, en vrai. Il faut vraiment se poser ce genre de questions parce que sinon, on ne fait jamais ça, en fait, en vrai. Donc, Mhm. voilà, assumez vraiment qui vous êtes. Et voilà, donc c'est vraiment ça que je dirais vraiment. Et c'est ce qui va et accepter les différences des autres. Voilà, peut-être le deuxième point aussi très important parce que bon, quand on voit un peu ce qui se passe, les faits d'actualité et tout, c'est voilà, il faut accepter aussi les différences. C'est ce qui fait qu'on va faire une belle société, enfin, au moins une société qui tienne, quoi, en fait, en vrai. Pas qu'elle sera forcément belle tout le temps et pour tout le monde, mais en tout cas, pour avoir un truc qui tienne, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle sociétale, c'est de chacun soit capable d'assumer ses choix et se renseigner donc sur qui il est et aussi accepter aussi le fait que l'autre n'est pas lui, en fait, en vrai. Et donc, et qu'il est quand même mon voisin ou mon collègue, quoi, en fait, en vrai. C'est ça qui va faire la puissance, quoi. C'est là où on tire toute la puissance, quoi.